Bonjour à toutes, hop, tac. Je vais me connecter avec Jackie Barthelmé qui va nous rejoindre pour un magnifique échange avec, sur les Pinot Noirs. Hop, tac. Salut Jackie, Bonsoir Manu, comment ça va? tu m'entends? Très bien. Ah, écoute, merci de te joindre à moi pour cet échange. On va attendre que tout le monde se connecte. Mais je vois que t'as pas de problème de coiffeur, hein? Écoute, c'est comme les vignes au cours d'eau, hein. Attends, je vais voir si je peux pas me mettre en 4G parce que je pense que mon... Hop. Tu m'entends Tu là? m'as? Ouais, c'est bon, je t'entends, c'est bien. Bon, salut, salut Quentin, bienvenue. Je dis bonjour à tout le monde parce que je sais qu'on a pas mal de monde qui vont nous suivre pour cet échange, Jackie, autour des Pinots. On a normalement une bonne 130, 150 personnes qui vont se connecter assez vite. En tout cas, merci de passer ce moment avec nous autour des Pinots Alsace. On a hâte en tout cas d'entendre un petit peu ta vision de ce grand cépage, mais surtout de son avenir, puisque c'est un petit peu le thème de cet échange. On va parler, pour ceux qui nous rejoignent, de différentes choses, donc de l'histoire, bien sûr, de l'Alsace et puis peut-être son passé plus ancien que celui qu'on devine comme ça quand on se penche sur les Pinots Noirs d'Alsace. On va aussi parler, bien sûr, de l'actualité, de ton feeling par rapport au matériel végétal actuel. On va parler peut-être aussi de la parcellisation, de l'avenir, de ce qui est en train de se dessiner. Tu m'as parlé de futures classifications en grand cru. On fera également un petit virage en passant par le bio, parce que c'est important de voir aussi que dans cette région en Alsace, on a un des plus grands virages euh, agronomiques autour de cette pensée du bio et de la biodynamie. Donc on va en parler, on va voir aussi peut-être où sont les limites, peut-être en ce moment, ou peut-être où elles sont moins. Et puis on parlera bien sûr de tous tes trésors, de tout ce qui se passe au domaine Alberman, de ton fils Antoine également, qui est en train d'écrire une nouvelle page de la propriété et aussi de petites parcelles. J'ai entendu parler de pépites que tu as achetées à droite à gauche, enfin que tu as récupérées à droite à gauche, que vous êtes en train de surgreffer, etc., etc. En tout cas, voilà, le programme est là. Merci de te joindre à nous. Alors, première question, Jackie. D'abord, si aujourd'hui, évidemment, vous êtes quelques domaines à faire rayonner l'Alsace autour des Pinots Noirs alsaciens à des niveaux jamais atteints en termes de mémoire de sommelier avant. La question que je me posais, c'est est-ce que c'est un juste retour à la normale ou est-ce que finalement c'est les réchauffements climatiques, c'est toutes ces petites choses-là qu'on pourrait imaginer qui font qu'on a aujourd'hui, on redéploie un peu ce grand cépage chez vous en Alsace. Alors, moi, il y a déjà deux choses pour bien cadrer tout. Il faut savoir que au XVIIe siècle, en Alsace, la moitié c'était du vin rouge et la moitié du vin blanc. Eh Il y oui, avait à l'époque 25 000 hectares de vignes. d'accord, Et vous savez qu'on a changé plusieurs fois de nationalité. Les bien Allemands sûr. nous ont envahis, donc on s'est retrouvé en étant le vignoble le plus au sud pour l'Allemagne. Et si on est français, on est pratiquement le vignoble le plus au nord. Donc Eh oui. en fait, on ne demande pas de produire la même chose. Quand on est français, on produit plutôt du blanc. Quand on est allemand, on nous demande de produire un peu du rouge. Donc il y a des mouvements qui ont été faits à ce niveau-là. Aujourd'hui, il faut savoir que enfin, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait 6200 hectares de vignes encore. Donc il a fallu tout rebâtir. Bien sûr. Et le pinot noir ne représentait plus grand-chose. Et aujourd'hui, c'est à peu près 10%, hein. On est sur 1800 hectares à peu de choses près, sur 16 000 hectares plantés. Il faut Et savoir. ces 1800 hectares, ils sont plantés à des endroits un peu stratégiques ou est-ce que ça nourrit encore un peu la production d'écréments? Alors aujourd'hui, il y a 45% des pinots noirs qui finissent dans le crément. Ah oui, Mais il y a un vrai mouvement par rapport à des gens qui faisaient des pinots noirs un peu plus légers, des choses un peu plus rosées. Ils se rendent compte que sur des terroirs calcaires, bien sûr. principalement calcaire, marno calcaire ou gréseux, enfin en tout cas la matrice générale, c'est on va dire c'est le calcaire. Bien sûr. À partir de là, les gens, depuis maintenant quelques années, on le voit dans la déclaration de récolte, des choses comme ça, parce que
on peut produire en pinot noir classique ou des pinots noirs rouges d'Alsace, on va dire. Et la proportion de rouge d'Alsace augmente. Donc, effectivement, il y a une vraie. Les gens prennent conscience qu'on peut faire des grands rouges en Alsace. Oui, et au fur et à mesure finalement qu'il y ait des nouveaux domaines qui se greffent à cette histoire entre guillemets que vous avez commencé à écrire. Alors les Murets avaient d'abord aussi commencé à faire des grands rouges dans le Clos Saint-Landelin, mais aujourd'hui la famille Jusselin et d'autres qui se greffent. Il y a des empreintes et des styles qui font qu'il y a de plus en plus évidemment de légitimité de la part des professionnels et enfin pour les professionnels et pour les consommateurs, les passionnés de vin autour de ce cépage en Alsace. Mais alors moi je me suis posé la question en fait en réfléchissant à cette histoire. Évidemment, on est sorti du profil de vin un petit peu rouge léger, de soif. Est-ce que c'était lié au rendement ou est-ce que c'était lié au fait qu'on voulait faire des vins comme ça? Ouais. Euh, Bon, c'est vrai que moi, je reviens maintenant 30 ans en arrière, 30, hum, 35 ans en arrière. Les pinots noirs, déjà, ils étaient beaucoup plus légers. Ils étaient travaillés avec des rendements qui étaient beaucoup trop hauts. Donc, bien ça sûr. faisait souvent on disait les pinots noirs d'Alsace, vous les mettez au frigo, c'est bien, on était à peu frais. Ouais, Ça, bien c'est sûr. tout à fait la vision du pinot noir qui ne me convient pas. Donc, c'était vraiment Mhm. pour aller à l'opposé de ça qu'on a fait un vrai travail avec. Et après, il y a un apprentissage qu'il a fallu faire. Hein. Je veux dire, chez nous, par exemple, l'élevage en barrique qu'on a commencé en 91. Il y a 30 ans de travail. Et ensuite, il faut trouver les dosages. Il y a plein de choses parce que, comme tout le monde, au départ, on a voulu être peut-être un peu plus démonstratif. On Ouais. avait des boisages un peu plus forts, on avait des chauffes un peu plus fortes. Il y avait plein de choses comme ça, des Ouais, élevages. comme toutes les régions en même temps. Enfin, c'était. Exactement, c'est normal. C'est comme tous les vignerons, à un moment donné, il veut montrer ce qu'il sait faire. Et une Hum, fois qu'il a atteint un certain stade, qu'il maîtrise un peu plus son outil de production, c'est-à-dire qu'il connaît un peu ses vignes, hein, parce que chaque ouais. terroir, ben, on n'utilisera pas forcément la même façon de faire, les mêmes boisés. Donc, une fois que vous connaissez à maîtriser tout ça, il y a le style aussi du vigneron qui se met en place. Hum. Et on se rend compte que voilà, on cherche plus du tout à farter avec des boisés trop forts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On travaille plus dans la finesse, dans l'équilibre. Ce qu'on veut, c'est des touchés de bouche, Bien sûr. que le pinot noir s'exprime comme un grand rouge. Et c'est vrai que les maturités qu'on a aujourd'hui, ben, nos grands-parents, ils en auraient rêvé. Hein. Je veux dire, là, on a Ouais. vraiment un effet aussi du réchauffement Il y a un climatique. effet du réchauffement climatique, oui, d'accord. Alors, est-ce que le matériel végétal, parce que bon, aujourd'hui on est assez attentif, vous l'êtes particulièrement au domaine, est-ce que le matériel végétal est une énorme partition du plaisir dans les rouges qu'on peut dessiner maintenant sur les grands terroirs en Alsace, ou est-ce que finalement c'est juste une question de rendement et d'intention? Euh, Est-ce qu'il faut entre guillemets, est-ce que ce qui a été planté est oui, adapté c'est vrai, c'est vrai. Il y a à une eu amélioration? moi, j'ai eu le cas chez nous, on avait aussi une ou l'autre parcelle où il y a eu des pinots noirs qui ont été faits c'était des grappes beaucoup plus longues, c'était pas des grappes adaptées à faire des grands pinots noirs. Et c'est Ouais. vrai que c'était à une époque où il a fallu produire aussi, où les gens leur demandaient de produire. Donc effectivement, c'était des rendements, c'était le matériel n'était pas adapté. Ouais. Ensuite, il faut savoir que il y a 25 ans, il y a eu une vague avec des clones un peu particuliers, des clones plus qualitatifs qui ont été plantés. Et il y a eu aussi, par exemple, chez nous, on le voit euh, en fin des années 90, on a planté le clos de la faille avec des sélections massales. On a fait plusieurs massales, on a fait des différents clones, on a utilisé différents porte-greffes, on a essayé d'amener un peu de la variation. Et tout ce qu'on a planté derrière, on va dire, on a utilisé du matériel végétal de qualité, hein, que récupéré en Bourgogne, Côte de Beaune, Côte de Nuit, différentes sélections, même. Et il y a un travail qui était fait, parce que je pense qu'aujourd'hui, la limite, c'est ça, je veux dire, c'est le matériel végétal. Bah oui. Et est-ce que tu penses, enfin, je me mets à votre place dans les années 90, c'est quoi? C'est l'amour du Pinot Noir bourguignon qui vous a intrinsèquement invité à le faire? Ou c'était complètement farfelu, un choix au départ, comme ça, on se dit bon, on va planter du Pinot Noir, on verra plus tard, ou il y Il y a avait. deux choses, il y a deux choses. En fait, euh, moi, j'ai arrêté mes études avec un brevet de technicien. Je devais aller en BTS à Beaune et j'y suis pas allé. Donc, j'ai commencé mon travail et tout. Par la suite, je me suis mis avec mon frère.
j'ai toujours eu, j'ai adoré le pinot noir. Et j'ai eu de la Oui. chance, j'ai des copains, j'y suis allé souvent. Et il n'y a rien de tel que de déguster. Donc, je passais des fois 1 ou 2 jours en Bourgogne. Je goûtais 7, 8 caves, plusieurs fois dans l'année, parce que j'aimais ça, j'adorais ça. Et c'est ce qui m'a permis de progresser, de rencontrer les gens, de faire. Je me souviens, il y a 25 ans, quand j'ai fait des dégustations à la Romanée Conti, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller et de sortir à 3 heures du matin. On avait goûté je ne sais pas combien de millésimes, ça, c'est des choses. Et au sort de là-bas, on dit, ben voilà, on a visité la Mecque et à un moment donné, on va en pèlerinage, quoi. Ouais, Et, non, faut évangéliser maintenant. Ok. ah ben, et en fait, on a eu de la chance, c'est que euh, sur le domaine, par exemple, chez Alberman, dans le Hengst, il avait des vignes qui aujourd'hui ont pratiquement une cinquantaine d'années, et Mhm. on les a encore, et dans le Pfirsichberg aussi, et c'était du super matériel. On a eu de la chance, c'était des pinots noirs de qualité. Et donc, on s'est dit, bah, nous, tous les vieilles vignes de qualité, on les a préservées. Tout ce qu'on a planté après, par le biais de nos connaissances et tout ça, et des sélections, on a orienté tout ça différemment, quoi. Alors, je me posais la question aussi par rapport à. Tu me racontais il y a quelques jours au téléphone que tu surgreffais des plants existants, notamment dans des lieux plutôt vertueux pour le pinot, donc des socles calcaires, marno-calcaires. Est-ce que tu trouves qu'on a un résultat aussi qualitatif en surgreffant que si vous aviez tout arraché et replanté? Vous avez déjà fait les comparaisons de. Alors, pour le moment, on ne fait pas les comparaisons parce que c'est difficile Ouais, à faire. Ça fait seulement 2, 3 ans qu'on fait des surgreffages. ouais. Je ne veux pas surgreffer tout, c'est pas l'intérêt parce qu'on n'a pas forcément les densités de plantation qu'on veut. Par exemple, là, on a surgreffé sur des pinots gris. Ouais. Dans le Pfirsichberg, la partie du bas où il en manquait de trop, ça, on a replanté. À haute C'est densité, sympa. on a planté à peu près à 8500 pieds hectares, même à 8800, je crois. Et à la partie du haut, ben, c'était une vigne qui avait une vingtaine d'années, elle était bien plantée. On s'est dit, c'est dommage de l'arracher maintenant. Profitons de ça sur cette petite surface-là, une dizaine, douzaine d'arbres. On s'est dit, allez, on va faire un essai, on va la surgreffer. Eh ben, ça a bien pris, les premiers raisins sont arrivés. Donc, je pense que ça va amener un peu de complexité aussi. Ce ne sera pas forcément la sélection la même qu'en bas, parce que ce n'est pas les Ouais. mêmes bois. Et Mhm. ça amènera une complexité un peu supplémentaire. Et elle sera mise avec d'autres pinots noirs qu'on a dans le Pfirsichberg, qui ont déjà, pour les plus vieilles, plus de 40 ans, et d'autres qu'on a plantés il y a une vingtaine d'années. D'accord. Et, Il y a pas mal de gens qui te posent des questions, mais je te les poserai après. Il y a une personne qui me demandait, qui me demandait ce qu'était le surgreffage, c'est simplement le fait de remettre, enfin de greffer un cépage, là en l'occurrence le pinot noir. Tu l'as fait sur des pinots gris de mémoire oui, c'est ça, c'est ça. voilà. On l'a fait sur des pinots gris dans le Hengst aussi Ouais. l'an dernier, et là on en avait quelques-unes à faire cette année. Et mais, par exemple, l'équipe qui vient les faire, c'est des Sud-Américains qui ben, ils se déplacent pas cette année. Dû au Déjà confinement, marche. la saison de surgreffage est annulée. Donc, ben, D'accord. dans toute l'Europe, on va dire, parce qu'ils travaillent, ils démarrent au Portugal, ils font l'Italie, ils montent au fur et à mesure et ils finissent chez nous, on va dire, vers Tu veux la. dire que c'est une équipe de surgreffeurs ambulants qui se Ah, déplace dans ils viennent pour 3 mois et ils font que ça. Ils greffent tous les jours. C'est des Argentins, Péruviens. Et c'est des gens qui ont vraiment le geste. C'est une greffe anti-boot. Donc, c'est sur le côté du pied. Et c'est pour éviter les ruptures de sève. C'est vraiment une greffe qualitative, on va dire, parce que Mhm. le flux de sève est maintenu. Ça monte le long du tronc. Et après, l'ancien tronc est décapité. Mais il y a vraiment, qualitativement, la greffe, elle est superbe, quoi. Et à ton avis, parce que bon, en Bourgogne aujourd'hui, on visite pas mal de domaines forcément, et on essaye de saisir un peu ce qui fait la nuance chez chacun. Quand on se promène, évidemment, les densités de plantation, c'est important. Il y en a qui vont même pousser l'exercice très 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 loin. D'un point de vue agronomique, en Alsace, vous avez vous des tailles un peu différentes ou le pinot noir est vraiment amené de la même manière? Et puis surtout, la question qui est la mienne, c'est est-ce que si tu augmentes en très haute densité un pinot chez vous sur un très grand lieu, on peut vraiment avoir une nuance très particulière, une vraie différence. Ou est-ce que finalement, des fois, c'est pas forcément la clé de la qualité? Alors, il y a deux choses, hein. Je pense qu'il faut un minimum de densité. Ça, c'est une Ouais. réalité. Ensuite, c'est une charge par pied. Ça, c'est vrai. Ensuite, c'est vrai que nous, on a peut-être, je dirais, un fruit, un poil un peu plus mûr Mhm. par rapport à un fruit bourguignon quand il est récolté. Ça, j'ai déjà remarqué. D'accord. Euh,
Maintenant, aller au-dessus d'une certaine densité, je veux dire, nous, on est en culture biologique et en biodynamie. Ouais. Il faut pouvoir travailler les vignes, il faut pouvoir intervenir au bon moment. Nous, on ne veut pas passer, on veut pas passer 200 fois dans les vignes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'on puisse Ouais. encore faire du travail qualitatif avec les Bien sûr. machines aujourd'hui. Parce que les intercepts, il faut que tu puisses travailler entre les ceps. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de travail qui est fait à la main. Mais quand Mhm. on peut mécaniser, on veut plus aller en dessous d'une certaine largeur en plantation parce que ça devient compliqué. Par contre, on serre entre les pieds. Donc, ça nous oblige de toute façon à adapter la taille. Déjà, on est passé en taille Guyot-Poussard. Donc, c'est D'accord. vraiment essayer de travailler le pied avec travailler deux flux de sève sur le pied pour essayer de préserver le plus longtemps possible le pied parce qu'on se rend aussi compte que aujourd'hui, ben, il y a énormément de pieds qui meurent dans toute la France, hein, de différents cépages. Il y a des maladies du bois qu'il n'y avait pas il y a 25 ans et c'est devenu un vrai travail. Tout ce qui est coplantation, replantation, Jean-Marc Vincent, pour la petite anecdote, il nous racontait à Centenay que des vignes d'une sélection massale très particulière qu'ils avaient soignées, qu'ils ont plantées il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, sont déjà en train de dégénérer. Et donc, ils s'aperçoivent que, évidemment, même si au départ, ils ont cru en un certain matériel végétal en essayant de mettre les petits peu dans les grands, c'était pas forcément ce qui aujourd'hui leur donnait les meilleurs résultats. c'est vrai. Ils ont été obligés de l'arracher, c'est quand même dingue, quoi. Ouais, c'est fou. En fait, je pense qu'il ne faut pas rester que sur une chose. Même si Hum. on a une belle sélection et tout, il vaut mieux varier et avoir plusieurs origines différentes et tout. C'est aussi ça qui va nous préserver. Ouais, bien En sûr. fait, on fait des massales de massales, quoi. Pas Hum. en prendre qu'une d'un seul endroit, essayer Ouais, d'en avoir plusieurs. ouais, ça limite la casse. Ouais. Et alors, d'un point de vue stylistique, si on parle de l'avenir un petit peu du Pinot en Alsace, bon, les maturités sont là, on l'a dit, les concentrations peuvent être là si on bride un petit peu la viticulture. Maintenant, dans l'esprit du public, est-ce que tu penses que les gens dans ta région orientent encore un petit peu le profil des vins dans ce que les gens ont eu l'habitude d'avoir ou bon, je parle pas de tes vins parce que je pense que là tout le monde a saisi, mais est-ce que quand même, est-ce que cette région a quand même du mal à s'inscrire dans un nouveau profil de vin malgré le fait que tout le monde applaudisse bien sûr des très belles cuvées que tout le monde connaît. Est-ce que tu penses que c'est une région qui a du mal comme ça à se mettre en mouvement et à approcher peut-être les styles des cuvées différemment que dans le passé? Bah, et déjà, je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont allés faire des études ailleurs, qui ont travaillé en Oui. Bourgogne, qui ont fait des stages et tout ça à l'étranger. Il y a une ouverture exceptionnelle à ce niveau-là. Donc, ça Et amène c'est des gens. générationnel. Maintenant, la génération qui arrive est en train Ah, je de, pense qu'elle de- bouscule beaucoup de choses ouais. dans les petits domaines où elles reviennent chez eux, se disent, tiens, on pourrait faire des grands pinots noirs, peut-être qu'on a un terroir qui est adapté à ça. En tout cas, ils font l'effort pour essayer de travailler dans ce sens-là. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Après, c'est comme tout, hein. C'est comme quand vous apprenez à peindre. Ben, pour Oui. peindre un grand tableau, à un moment donné, il faut un petit peu d'expérience ou être un génie tout de suite. Mais il y a quelques petites bases quand même à avoir. Et après, le côté limitatif du terroir, déjà, ça, c'est super important. Hein, je veux dire, il y a des terroirs qui sont adaptés à ça. Il y a des vignes qui sont adaptées à ça. Vous savez, si vous avez des vignes qui sont dans les endroits où c'est peut-être un peu trop profond ou un peu trop productif, je veux dire, et déjà, il faut arriver à calmer la vigne, il faut arriver un peu à la mettre en place. Peut-être quand c'est jeune, au début, ça produira peut-être un peu trop, dès qu'il faut surtout arriver à la Oui, dompter un ça petit se fait peu. pas en un jour, quoi. Il faut un peu de temps, quoi. Oui, le pinot a besoin de souffrir, en fait. J'ai le sentiment qu'il a besoin de. Faut pas que ça soit trop Euh, facile, quoi. alors moi, je suis pas un adepte de dire qu'il faut que ça souffre. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il faut Mhm. pas qu'on soit dans la facilité. Mais Ouais. souffrir pour souffrir, c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, je pense que aussi la vigne, elle est obligée elle souffre d'elle-même. On voit déjà, avant, il y avait des saisons. On avait l'hiver, le printemps, l'été. Maintenant, vous Mhm. passez de l'hiver à une journée d'été en une journée, quoi. On passe de Ouais. 2 degrés, Ça 26 va, ça. l'après-midi. Il y a des stress qui se font déjà tout seuls. Donc, je pense la base, parce qu'avant, tu me dis, on parlait un peu de biodynamie, tout ça. Déjà, pour moi, la base, elle est au niveau du vignoble. Il faut faire ce qu'il faut. Il faut travailler la vigne. Il faut faire des choses simples, des bons gestes paysans. Pour moi, le bio, c'est la base.
Je veux dire, respecter les terroirs, travailler les sols comme il faut, essayer de comprendre ce qui se passe autour. Ça, c'est un peu dans le cadre de la biodynamie. On va déjà un peu plus loin pour essayer de respecter des cycles, essayer de voir plus dans son environnement, essayer de travailler dans cet esprit-là. Je veux dire, il y a un vrai mouvement qui est fait, hein, quand on sait que 20% de la surface alsacienne, ça fait autour de 3200 hectares, sont passés sont en bio, tu vois. Il y a Ouais. 442 exploitations en bio en Alsace, ce qui est quand même énorme. Et Et oui. ensuite, il y en a à peu près 770 hectares, je crois, 780 hectares en biodynamie. Et ça augmente tous les ans, je veux dire. Voilà. Donc, Et ça, c'est vraiment un symbole vraiment fort. Après, est-ce que quand même, par rapport à la cartographie actuelle de l'Alsace, on voit bien évidemment où sont les grands lieux et je pense que les grands crus sont certainement merveilleux pour faire tout ça. Mais tu me disais au téléphone encore que il y a maintenant donc des dossiers déposés qui sont déjà même très avancés ouais. sur les classifications en grand cru des pinots noirs, ce qui Alors, jusqu'à ici n'avait pas été encore osé. il y en a trois. Alors, il y a un vrai travail qui a été fait depuis des années sur le Grand Cru Hengst, là, sur Winsen et sur le Grand Cru Fourbourg à Rouffach et le Kirchberg à Bach. C'est trois grands crus. On a vraiment fait. Déjà, on a des chartes de production qui sont restrictives. On est même plus restrictif que la Bourgogne, c'est-à-dire Mhm. charactérisation interdite. C'est 45 hecto-hectares maximum sans PLC. Il y a une densité de plantation minimum. Il y a un élevage minimum. Enfin, il y a vraiment un vrai travail qui a été fait au niveau du cahier des charges. Et ensuite, gustativement, nous, on a déposé le premier, on a commencé à travailler sur le dossier il y a pratiquement 20 ans, quoi. Eh oui. On est déjà passé devant une première commission, une deuxième, et là, c'est en route, c'est quelque chose qui va se faire. Donc là, sur ces trois terroirs-là, on va dire, il y a déjà un sérieux. Le problème, il ne faut pas être tout seul, donc il faut être plusieurs vignerons, c'est un travail Oui, collectif. faut que ce soit un mouvement, quoi, oui. Mm. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une volonté collective. C'est pas quelqu'un juste qui est sur un terroir qui dit ben, maintenant on va mettre le pinot noir dans les grands crus. Il faut vraiment. Et après, ils veulent aussi un peu d'antériorité. Ils veulent, par exemple, nous, à la déclaration de récolte, depuis l'année 2000, tous nos crus sont séparés. Donc, quand les gens nous disent, Et oui, alors, mais l'antériorité, nous, on va dire, ben, ça fait 20 ans que c'est séparé à la déclaration de récolte. Vous pouvez venir voir les rendements et tout. Enfin, tout est contrôlable. Donc, eh oui, et après, les gens, ils veulent goûter sur plusieurs millésimes pour voir aussi si ça tient la route, quoi. tout à fait, oui. Alors, il y a une personne qui nous posait la question, est-ce qu'on peut comparer les pinots d'Alsace à certains secteurs de la Bourgogne? C'est quand même complexe, parce que d'abord, on n'a pas vraiment compris, évidemment, enfin, il n'y a pas vraiment de secteur qui aujourd'hui ont une forme d'identité particulière. Moi, je suis pas, enfin, peut-être que les vignerons alsaciens ou les sommeliers dans Ouais. la région pourront Alors, commencer à faire des c'est conclusions, mais intéressant parce que, en fait, c'est obligé. Les gens, quand ils goûtent un grand pinot noir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils le hmm, comparent à la Bourgogne. C'est ouais, bien logique. sûr. C'est On la l'a tous fait. référence. On dit, tiens, ouais, la dernière fois, j'ai quelqu'un qui aime bien quand il dit, c'est romanée-contiesque. Ça, Ouais, j'aime bien, ça me va c'est comme. marrant, mais je veux dire, voilà, on se compare à ce qui se fait de mieux, c'est logique. Donc les gens, ça les repère et disent, tiens, c'est un petit côté chamboule, hein, on est un peu sur la finesse d'un bon romanais. Et c'est vrai que on peut retrouver des styles. Pour le moment, je dirais, on est au stade où les gens se rendent compte qu'on peut faire des grands pinots noirs. On nous compare souvent à des Bourgognes. On dit, ah, c'est le niveau d'un premier cru, voire d'un grand cru, voilà. Maintenant, un jour, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, on dira, tiens, ça c'est du Hengst. Là, on a la puissance de Hengst, on a cette densité, cette trame, cette profondeur, où on va dire, tiens, ça c'est du Fourbourg, on retrouve un côté un peu solaire, voilà. Enfin, vous voyez, et c'est vrai qu'il y a encore un vrai travail à faire. Ça, c'est juste, nous, on est à. C'est le début de l'histoire. Ah ouais, Alors, on a là, on est à compris que, 20, 30 ans de travail, je veux dire, ouais, alors on a compris, il faut des gens qui ont des bonnes intentions, un beau terroir et plutôt là, on va comprendre du calcaire. Est-ce que quand même il y a peut-être d'autres partitions géologiques qui sont intéressantes en dehors du calcaire, à tes yeux? Et si oui, lesquelles? alors, c'est vrai, on peut faire des beaux pinots noirs sympathiques aussi sur des granites, par exemple. Oui, Ça fera des vins peut-être un peu plus, avec moins de densité, un peu moins de profondeur. Il ne faudra pas rechercher la même chose. Sur un granit, il ne faut pas chercher à avoir de la puissance pour la profondeur d'un calcaire, le côté sanguin un peu. Il faut être plutôt sur le côté aérien. On travaillera un peu différemment sur les élevages, sur l'extraction. Il y a plein de choses. C'est vrai. ouais, c'est vrai. Maintenant, nous, on a des granites sur l'exploitation chez nous.
sur les Schlossberg, sur les vinaigres, tout ça, ben, je ne me verrais pas planter, moi, du pinot noir sur ces terroirs-là. Ouais. De feeling, quoi. Voilà, Alors, voilà. on va avoir des grands crus qui vont se dessiner. On a un mouvement bio fort. On a un matériel végétal qui explose. On a des jeunes qui vont beaucoup en Bourgogne et qui apprennent, ou dans d'autres régions, qui apprennent évidemment à affiner des styles. L'autre question qui me saute comme ça à l'esprit, c'est finalement, est-ce que aussi il n'y a pas une école du Pinot alsacien un petit peu inscrit? Alors évidemment, tous les stagiaires ou les gens qui sont passés chez toi, j'imagine, ont déjà un embryon de réponse. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement une recette qui soit adaptée un peu plus à cette région, ou alors est-ce que finalement il n'y a pas vraiment de recette, ça dépend du lieu surtout. Est-ce qu'en cave on peut entre guillemets améliorer les choses? On peut toujours améliorer les choses, même chez nous, hein, on travaille tout le temps. Hein, euh, c'est difficile de dire à quelqu'un faites ça. Vous voyez ce que je Oui, veux dire? ouais, bien sûr. On peut leur dire écoutez, c'est intéressant, mais moi je ne vais pas faire de fausse modestie. Vous savez, c'est comme un train qui est lancé. Et Mm. les gens qui sont dans la locomotive devant, ben, les autres s'accrochent au wagon, hein, c'est tout. Ouais, Et bien sûr, bonne hein. chose. Alors, moi, je dis, ben, si ceux qui sont devant, et j'espère qu'on en fait partie, ceux qui sont devant montrent l'exemple et montrent ce qu'on peut faire. Derrière, il y a des gens qui sont là et c'est vrai qu'ils essaient de suivre. Des fois, il y a des gens qui m'appellent et qui me demandent des choses. Hein. Moi, j'ai des vignerons qui nous ont déjà rappelé un peu des choses sur l'élevage, qui sont venus voir comment on travaille, qui nous posent des questions. C'est vrai que à ce niveau-là, ils n'ont pas peur. Mais D'accord. il y a des jeunes qui viennent et disent tiens, écoute, c'est intéressant, j'ai goûté ton truc, comment je pourrais faire, qu'est-ce que j'ai chez moi et ça amène un peu de dialogue aussi, quoi. Complètement. Après, le fait que vous soyez une région qui a pas trop la culture du fût ou des barriques, ça pose quand même un léger problème. Alors toi, je sais que tu as des entrées chez des domaines bourguignons qui te servent avec des fûts de très grande qualité et qui sont intéressants parce qu'ils marquent moins que des fûts neufs. Maintenant, évidemment, c'est quand même complexe d'aller chercher des belles barriques pour accueillir ces jus-là. Ça doit être une équation complète, assez dure à résoudre quand même quand on a Ouais, envie de faire un grand rouge. c'est vrai parce que surtout au démarrage ben, si vous n'avez pas de fût, ben, à un moment donné, il faut en rentrer. Donc, C'est clair. soit la première année, vous rentrez que du fût neuf, donc là, déjà, c'est déjà trop. Et soit vous rentrez des fûts, mais faut être sûr de l'origine, quoi. Je veux dire, même des fûts d'occasion, il faut avoir confiance aux gens qui vous les donnent, ça c'est clair. Après, c'est comme tout, il faut y aller. Hein. Commencer Faut avec deux, essayer, trois quoi. fûts, et après, ben, la deuxième année, ben, tu as déjà une partie qui passe en 1,20, et après, tu peux une garder en 2,20 s'il faut. Et après, tu trouves un peu tes dosages. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a c'est assez facile de trouver des fûts d'occasion en Bourgogne. Ouais. Il y a des tonneliers qui rachètent sur des grands domaines des choses comme ça. Ils rachètent souvent une partie du parc tous les ans et Ouais. ils les reconditionnent et vous pouvez avoir des fûts de qualité. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec une maison qui, depuis presque une vingtaine d'années, où je récupère des barriques d'un vin parce que j'en ai pas assez. Quoi. Je travaille beaucoup avec la barrique d'un vin. Donc, ça me permet d'avoir mon parc. Quoi. Alors il y a des gens qui ont posé des questions assez intéressantes. On parlera de tes vins et après, enfin, de la gamme surtout, et puis surtout de l'arrivée d'Antoine au domaine et de ses premiers pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question est-ce que tu as envie de faire une cuvée d'assemblage façon Albert en rouge pour rendre entre guillemets un petit peu moins parcellisé, un petit peu moins élitiste aussi la sélection des très jolis rouges? Est-ce que vous avez déjà essayé? Ouais, ouais, on a déjà essayé. Enfin, on a travaillé. En fait, aujourd'hui, on a le Clos de la Faille, qui est une de nos cuvées les plus anciennes, on va dire, que ça fait planté en 98. Donc, elle commence à être en place. On a pratiquement un hectare d'un seul tenant. C'est un beau terroir à coller au Grand Cru Henx. Donc, il a une histoire. Il est dans une zone biotope. C'est magnifique. Il y a un cadre. Après, on a les grands H, ça c'est Hengst Grand Cru. Là, on a de la Mhm. chance, on a des vieilles vignes, on a d'autres, des jeunes qu'on a plantés, il y en a qu'on a surgreffés. Donc, il y a un vrai projet sur les Hengst Grand Cru, ça, c'est indéniable. On a, La surface du Clos de la Faille, c'est un hectare quelque chose, un ouais, peu plus d'un hectare? on est à un hectare, mais il y a 90 arbres plantés à peu près. 80. D'accord. Et les Hengst, ça représente quoi en surface pour que les gens Alors se là, sachent? on est sur un peu plus d'un demi-hectare pour le moment. Ok.
Et ensuite, on a le Pfirsichberg, un grand cru aussi. Là, maintenant, on est sur un demi-hectare aussi, à peu près, voire un peu plus, parce que mon fils Antoine on a Je acheté goûte ça, hein. dernièrement. Pour ceux qui me demandaient là tout à l'heure, je suis en train de boire un Auxerrois 2018 là. Ah, ok, vieille vigne. Ouais, Très bien. magnifique. Ouais, bah, écoute, je vois que tu te sers un verre, donc moi, je vais me prendre un petit verre de. Comme on parlait de rouge, bah, je me suis dit, je vais faire ça, moi. Ok. Sainte-Claire 2015. Ah la vache, j'ai ça en cave chez moi. Voilà, donc c'est un peu jeune, mais je voulais un peu de truc avec un peu de peps autour, hein, voilà. Ok. Donc les Sainte-Claire, pour en parler. Ouais. Non, j'étais Bah, sur le raconte un peu les Pfirsichberg. Saint-Clair, parce que ça, c'est un lieu particulier. Ouais. Ah, les Sainte-Claire, oui, c'est coincé entre le Grand Cru Morbourg à sa gauche, le Fürstentum qui est un peu au-dessus, et à sa Mhm. droite, il a le lieu-dit Altenburg. Et là, il y a une espèce de mamelon calcaire qui sort, et l'endroit est magnifique. C'est juste au-dessus de l'ancien monastère des Clarisses. Et en fait, la cuvée s'appelle les Sainte-Claire parce que c'est le nom d'origine de l'ordre des Clarisses. C'est D'accord. le même ordre, c'est l'ordre des franciscains en masculin, quoi. Sauf c'est la version féminine. Donc nous, on a cherché le nom d'origine. Et le nom d'origine, c'est l'ordre des Saintes-Claires. Donc on a déposé notre nom. Et là, on a pratiquement un hectare d'un seul tenant. Donc c'est vraiment. Oh, je pense qu'on a quelque chose de magnifique là. Les premiers millésimes, c'était 2010, non? C'est ça? Enfin, Un premier, c'est 2008. Alors la 2008, vigne ouais, est c'est la ça. plus âgée de 98, mais on l'a récupérée seulement un peu plus tard. Après, on l'a retaillée, le temps de faire la conversion et tout ça. Donc voilà, le premier millésime, c'est 98. 98. Et Super. là, on commence à rentrer sur des vignes les plus âgées ont une vingtaine d'années, donc ça commence à se mettre en place. Et les massales qu'on a mis en place derrière, c'est vraiment du super matériel. Et donc c'est vraiment une cuvée d'avenir pour moi. C'est une grande cuvée d'avenir. Bon, de toute façon, on va suivre sa trajectoire avec la plus grande attention, c'est certain. Alors, maintenant que tu nous as mis un petit peu l'eau à la bouche avec toutes ces nouvelles, entre guillemets, parcellaires qui arrivent, il y a aussi quand même l'arrivée de ton fils au domaine. Ça, c'est quand même un tournant important. Tu m'as dit que ton frère prenait petit à petit de recul parce que s'il arrive à l'âge de la retraite, Hmm. et on le salue. La nouvelle génération arrive et elle a travaillé un peu en Bourgogne, je crois, ou elle est en Bourgogne, elle n'est pas chez Maxime Chordin au Ah ouais, domaine. ouais, tout à fait. Elle a travaillé au domaine Georges Noëlla à Oui. Vaune-Romanée. Et Mhm. après avoir baroudé un petit peu en Nouvelle-Zélande et chez Stéphane de Renoncourt et chez Mélo, enfin, il a fait son parcours. Il avait un Ouais. beau poste là. Pour lui, il a pris des responsabilités et je trouve ça génial. Donc, il est Ouais, arrivé chez moi. Je suis content d'être avec mon fils, hein, et c'est sûr. ça a deux côtés. Un côté où on est heureux et l'autre côté où il nous pousse parce que aujourd'hui, ils sont doués, hein. Ils sont doués. Ouais, ouais. C'est un challenger, alors, waouh, ça c'est bien. Si maintenant on leur dit quelque chose, il faut bien leur expliquer pourquoi. Parce que comme ils ont aussi leurs idées et un peu d'expérience, ils ne sont pas juste là pour écouter, ils ont déjà leur style à eux. Et moi, je m'en rends compte, aujourd'hui, on est en train de partager le travail, hein. On essaie de travailler ensemble, mais en fait, chacun doit être responsable de certaines choses parce que il y a déjà un style qui s'affirme. Et donc, la- mon frère a eu l'intelligence de manager sa sortie intelligemment, c'est-à-dire dans le genre de la passation, il a fait de la place, il estime qu'il a fait son travail. Et c'est Ouais, très bien, et maintenant il travaillera pour le plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il a envie de faire quelque chose, il le fera, et je sais qu'il le fera bien. Donc, mon frère, ouais, j'espère que je bien sûr. travaillerai encore longtemps avec lui. Et ben, mon fils, c'est pareil, il va falloir que je lui fasse la place assez rapidement parce que c'est comme ça. Mais il y a encore des choses à faire. Donc, Bon, bah, c'est super. Alors, tu m'as raconté qu'il y avait un peu de nouveauté, parce qu'il a aussi récupéré un hectare ou un demi-hectare quelque part. Enfin, tu m'as dit dans un vieux domaine en bio depuis 30 ouais, ans. ouais. Enfin, raconte-nous, raconte-nous. Ah On ben, veut tout savoir. ouais, ouais, l'été dernier, il y a une dame qui est venue nous voir, elle a 60 ans maintenant, et elle nous a parlé de, voilà, qu'elle voulait arrêter, qu'elle était intéressée à vendre ses vignes, qu'elle aimait bien notre façon de travailler, tout ça, si ça nous intéressait. Donc, nous, on a dit OK, on allait voir Et les sur quel vignes. secteur? C'est quel secteur Alors, c'est sur Eguissem et Wettolsheim, donc c'est les deux, la commune qui nous touche, quoi. D'accord. C'est Et là que vous donc, avez récupéré c'est là que vous avez récupéré les Plastisberg, c'est ça? alors lui, il a récupéré des pinots noirs dans le Pfirsichberg, des belles vignes là, en place.
Donc là, maintenant, ça va faire partie du truc. Ils vont être vinifiés à part parce que on va déjà regarder un peu comment ça se passe. Et comme elles ne sont pas encore en biodynamie, elles sont en bio depuis 30 ans, mais elles ne sont pas en biodynamie. De toute façon, elles vont être vinifiées à part. Ok. Et ensuite, il a récupéré une belle parcelle de Riesling dans les Reichberg, là, qui a une cinquantaine d'années, 32 arts d'un seul tenant. Et moi, j'ai récupéré deux, trois petites parcelles aussi sympathiques. Donc, on va voir. Moi, c'est un secteur privilégié, hein, ce secteur Ouais, Iceberg, là. Il y a... en fait, depuis 3-4 ans, on a vraiment fait le ménage. Je veux dire, tous les vignobles qui étaient dans les bas, Hmm. on avait 2 hectares sur l'arc de Colmar, tout ça, on a enlevé. D'accord. Tous les vignobles qui, pour nous, ne sont pas dans À fort l'avenir potentiel. qualitatif, on va dire, où il y a la limite du terroir par rapport au réchauffement climatique et tout ça, on voit que ce n'est pas des terroirs d'avenir, on les a enlevés. Donc ça, je Oui. pense que c'est logique. En tant que chef d'entreprise, il faut prendre des décisions, quoi. Est-ce que finalement, quand on monte dans les coteaux, là où finalement les grands crus ont été un peu hiérarchisés et autres, est-ce qu'il y a encore du potentiel ou est-ce que tout est planté ou plantable? Enfin, ou alors est-ce que c'est plantable? Est-ce qu'on peut Alors, aller gratter à droite à gauche ou il dans y le a deux coteau? trucs. On va dire, il y a toujours encore quelques centaines d'hectares à planter en Alsace. Surtout Mhm. vers le nord, dans le Bas-Rhin, il y a beaucoup plus de vignes qui ne sont pas plantées. Mais Ouais. dans le secteur, on va dire, entre Rouffach et Ribeauvillé, là, il y a les beaux terroirs, on va dire, ils sont occupés, un peu de choses près. Par D'accord. contre, ce qui va se passer à l'avenir, et ça, c'est une réalité, on le voit, c'est que beaucoup des petits producteurs qui faisaient ça à côté, demi-hectare à côté, des choses comme ça, ou 1 hectare, ben aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se retrouvent pratiquement sans pouvoir apporter les raisins à gauche à droite. Les coopératives ne veulent plus personne. Beaucoup de négociants ont enlevé des petits producteurs parce que les temps sont plus durs. Ils sont en train de resserrer. Le marché, là, la crise va laisser des traces, hein, ça c'est sûr, hein. Il y a beaucoup de gens Ouais, qui dans vont un se excès retrouver. malheureusement à droite à gauche et pas que chez vous, hein, ça c'est sûr et certain. Ça va faire le Mais ménage. Il y aura des vignes à vendre, il y aura des vignes à louer, je pense qu'il y aura de la place pour s'il y a des jeunes qui veulent s'installer parce que des vignes, il y en aura à l'avenir, ça c'est clair. Donc, ouais. il y aura aussi des belles vignes, hein, parce que il y a plein de petits pluriactifs qui ont des fois une belle parcelle à un endroit. Et si nous, on est juste à côté, on arrive à faire un arrangement, ça nous intéresse toujours, hein, même si après, un jour, c'est marrant, j'ai rencontré un Jim Barry l'an dernier en Australie qui me disait, ah, et depuis hier, il avait 200 hectares. Alors, j'ai dit, mais ça fait 50 de plus que la semaine d'avant. Il me dit, ouais, j'ai acheté 50 hectares, le voisin, il est venu, il m'a proposé 50 hectares. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, il faut toujours acheter. Après, je peux toujours les filer à quelqu'un, mais je les achète. J'aimerais pas que quelqu'un me les achète. Après, il fait ça. Il prend ce qu'il arrange et le reste, il le ressort. Bon, nous, on n'est pas dans Ouais, ces moyens-là. Nous, on est à taille ouais. humaine. On essaye de trouver des fois des arrangements avec les voisins. Quand on est des petites parcelles, on se dit, tiens, le jour où tu fais quelque chose, on essaye Tu peux me donner un ordre d'idée du prix d'un hectare alsacien dans un beau terroir, peut-être un grand cru aujourd'hui, c'est quoi la moyenne? On est assez au courant de ce qui se passe en Bourgogne, mais ou en Côte-Rôtie ou en Champagne, mais est-ce qu'en Alsace, il y a un prix moyen de transaction à peu Oui, près? oui. Alors, je dirais sur un terroir, aujourd'hui à 170 000 euros, c'est, on va dire, des vignes normales. Hmm. Euh, 250 000 à 300 000 euros l'hectare, ça c'est quand on arrive grand cru, des beaux terroirs, des très beaux terroirs. Après, il peut y avoir une pression à un endroit où tout d'un coup il y a un pic qui monte parce que quelqu'un veut investir de l'argent à un endroit, il va faire un peu de surenchère parce qu'il a besoin de vignes et parce que dans le cadre d'une Oui, oui. succession, il va acheter des vignes et il va faire un bail à long terme, il va donner ça à son fils et il y aura 75% de défiscalisation. Vous voyez, c'est pas les mêmes rentabilités. Nous, on essaie de faire des choses intelligentes parce qu'on travaille avec. Donc, Hmm. mais je dirais à 250 000, 300 000 euros, ouais, c'est des très beaux terroirs. Vous payez ça, quoi. Et alors, dis-moi, parce que ça me travaille depuis tout à l'heure, on parlait de la vinification et autres, mais est-ce que tu as déjà, entre guillemets, entrepris ou testé des fermentations intégrales sous bois pour les blancs, pour certains blancs? Oui, on a fait ça aussi, ouais. On a essayé. Et alors? Premier essai, c'est 86. D'accord. Ah oui, Macération de Pinot Gris. Ça nous avait pas, ça nous avait pas emballé plus que ça. c'est vrai. Et on en a refait une là. Vraiment, on s'est dit, tiens, c'est le moment. On a travaillé la dernière école du Pinot Gris de Fersichberg.
comme un rouge, et pas juste un vin orange, une vraie macération avec un élevage, enfin, vinifié comme un vin rouge et tout. Et il est Mhm. sorti là, on a fait ça pour on va dire, par amitié, on l'a fait avec lui, avec Olivier Nasty du Chambard. Ah, ouais. On a fait une cuvée, ça s'appelle Olivier's Way. C'est un pinot gris Ouais. de macération. Tu fais ça d'ailleurs, faut que les gens le sachent. Tu fais pour quelques grands chefs 3 étoiles ou des clients historiques des cuvées entre guillemets sur mesure, griffées, Ouais. avec une approche, un style. Alors, il y a Emmanuel Renaud qui en fait une, et puis t'en as d'autres. Raconte-nous ça un peu. Alors, bon, déjà, au départ, un peu par amitié, hein, on est Ouais. parti là-dedans avec le premier, c'était Manu Renault, du Flocon de sel. Ouais, La ouais. première qui est sortie, c'est en 2016. Hein, c'est une parcelle un peu particulière. On a dit, tiens, on part sur quelque chose dans l'esprit. Enfin, on se connaît bien et on adore ce qu'il fait et on travaille ensemble et c'est quelqu'un qui est formidable. Et D'accord. d'ailleurs, on a refait une deuxième cette année. Là, elle est sortie, là, la 2018. Donc, D'accord. ça part en Magnum, en Géraud, enfin tout ce qu'il faut. On en a fait une en 2017 pour Lionel Rigolet à Bruxelles, comme chez soi. 2 étoiles Michelin. Après, on a fait un peu pour un chef japonais aussi. Et voilà. Et donc, c'est des sélections parcellaires qui ne viennent pas du Grand H ou du Grand P ou des Saint-Père ou des Claude Lafaille. On a d'autres parcelles, des belles parcelles aussi qui ne sont pas en grand cru ou des lieux dits où on ne veut pas forcément revendiquer tous les lieux. Donc, on travaille un peu dans cet esprit-là sur faire une cuvée un peu particulière. J'ai goûté avec Antoine Domaine. On a goûté une fois. C'est très sympa, hein. Mais Ouais, après, ouais. ce qui est bien, ce que je trouve absolument dingue dans cette promesse, c'est que les gens, entre guillemets, selon leurs préférences et leur feeling, te demandent presque une interprétation de ton style à travers par exemple, des orientations comme moi, je veux 100% de vendange entière, je veux que ce soit comme ça. Et c'est vrai que c'est canonissime parce que les gens peuvent aller au-delà de. Enfin, bien sûr, il y a ta patte, il y a les vins du domaine, il y a la qualité et l'assurance du domaine, mais il y a aussi derrière une forme de. C'est comme si c'était eux le patron, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça Ouais, que je trouve ouais, ça dingue. c'est ça, ouais. Ils se prennent dans le jeu, ils aiment ça. Et nous, ben voilà, ça nous permet aussi on va dire, on joue plusieurs partitions, quoi. Au lieu d'être sur quelque chose où on va faire peut-être un style, une recette, pas une recette, mais quelque chose un peu Un esprit, quoi. qu'on retrouve sur toutes les cuvées. Bon, ben, chacune est un peu différente. C'est vrai que c'est normal aussi. Hein, déjà, il y a la façon de récolter, le pourcentage de raisin entier, il y a les températures de fermentation, le volume, l'élevage, le pourcentage de fût neuf. Il y a plein de choses qui interviennent là-dedans. Et les durées de fermentation, il y a les pigeages, les remontages, il y a tellement de choses qui influent, quoi. Et Faut surtout, qu'on fasse un chef-d'œuvre jouet, hein. Faut qu'on fasse un chef-d'œuvre jouet un jour. le raisin est différent de toute façon. Donc, Bah oui. Bon. Et alors, petite question sur les différentes cuvées du domaine. Maintenant, on a compris que tu avais donc t'as 25 hectares, tu as 7 hectares de grand cru, la totalité est en sommet. Est-ce qu'on peut encore agrandir un domaine comme ça ou est-ce que finalement on a un peu plus que 7 hectares de grands crus. ouais, pardon, On 11, a un tiers de grands crus, mais on a 7 grands on- crus sur le domaine. c'est ça, ouais, bon, pardon. Bon. Est-ce qu'on peut agrandir, tu veux dire? Ouais, bon, ou est-ce que ça devient finalement, est-ce que ça devient pas un peu touchy, trop grand en fait, parce que Alors bon, on nous, voit bien qu'il y a des domaines en je biodynamie qui pense montent qu'on à est bien. 50, 60 hectares plus et des fois plus, mais Ce qui est-ce est que important toi, déjà, c'est d'avoir une équipe. Hein. Ça, ouais, c'est la d'accord. base. Hein. Ça, c'est. Ouais. Écoutez, il y a des gens qui travaillent avec nous depuis. Moi, j'ai Clément, mon petit cousin, il travaille avec moi depuis 30 ans. Hein. Ensuite, on a Eric, mon chef de culture maintenant, qui est plus mon responsable dans les vignes, parce que même si on est dehors tous les jours, moi, je suis le responsable, hein, parce que ne peut pas être toujours à gauche, à droite. Et c'est mon bras droit, on va dire, dans les vignes. Et bah, écoute, lui, ça fait depuis 2003 qu'il est chez nous, donc ça fait 17 ans. C'était son premier poste, on l'a formé comme on le Ouais. voulait et on lui laisse une certaine autonomie. Et avec Antoine, là, ils font du bon boulot parce que
parce que voilà, ils prennent des décisions, ils font des choses, et moi je fais mon boulot de mon côté. Il y a des choses qu'ils font pas, qu'ils aiment pas faire, donc nous on va les faire. Et j'ai un de mes gars qu'on a embauché il n'y a pas longtemps, c'est un copain de classe, et j'ai récupéré 4 hectares de vignes chez lui. C'est un vrai vigneron, il est superbe, il a mon âge. Et vraiment, donc on a une équipe qui est formée, on a 2 jeunes qui sont derrière, qui est un peu plus sur les tracteurs et tout, qui est très bien. Et un petit jeune qu'on a récupéré à la fin des vendanges l'an dernier, quelqu'un qui bouge bien, on voit qu'il va avoir la main verte, et c'est quelque chose, voilà, on préfère, c'est quelqu'un qui était je crois qu'il était horticulteur avant. Donc, il a déjà une sensibilité à ce niveau-là. Et maintenant, bah, il y a la formation, tout ce qui va avec. Et voilà. Et maintenant, je vois, il s'intéresse à tout ce qui se fait à la biodynamie. Parce que là, c'est Antoine qui a pris un peu le dossier en main. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai, on fait de la biodynamie, mais on pourrait aller des fois un peu plus loin. Et donc, il faut aussi un responsable là-dedans. Donc, ça, c'est mon fils qui s'en est occupé là. Et il fait du super boulot. Je suis content. Et ça nous permettra d'aller un peu plus loin. Et chacun va pouvoir vraiment être responsable de quelque chose, mais 25 hectares, c'est déjà bien. Est-ce que tu penses que la biodynamie, parce que c'est aussi peut-être une question importante maintenant, est-ce que tu penses que la biodynamie peut ou doit évoluer au regard de ce qui existe, enfin, de ce qu'on connaît, bien sûr, en termes de viticulture, de réponse de la plante aux différentes préparations? Est-ce que tu penses qu'on peut faire évoluer en fonction du réchauffement climatique, en fonction peut-être de la différenciation de climat, quand on voit aujourd'hui ces pressions très humides, un gros coup de soleil le lendemain ou des 2 degrés le matin et des 25 l'après-midi. Est-ce que tu crois qu'on peut ou on doit faire évoluer cette manière Ah d'appréhender ben, la ville? moi, je pense que la biodynamie, déjà, les vignes en biodynamie, ça adapte beaucoup mieux à tous ces extrêmes climatiques, hein. Ça, Ah, c'est une d'accord. réalité. Moi, je le vois. La vigne résiste mieux, hein. Ça, elle est en bonne santé. On ne lui demande pas forcément de produire beaucoup. On veut quelque chose d'équilibré. Mais la vigne est plutôt bien. Voilà. Après, on peut jouer sur plein de choses, hein. On peut travailler avec de la valériane si à un moment donné il a trop chaud. On peut la déstresser. On peut amener des décoctions. On peut travailler avec des tisanes. On peut faire plein de choses. Et après, je pense que amener de la vie au niveau du sol, si ça se passe bien. Après, ça évolue, hein. On essaie de travailler, par exemple, on essaie de travailler maintenant sur des couverts végétaux, hein, pour qu'il y ait une espèce de couvert dans le rang. Quitte à, par exemple, hier, Antoine, il a couché des semis qu'on avait fait, là, la févrole, des choses comme ça, et on les couche. On ne va pas les mulcher, on va les coucher pour faire que ça fasse comme un peu un tapis, pour protéger un peu de l'évaporation et garder une Ouais, forme d'accord. d'humidité au niveau du sol dans les périodes où il y a un stress hydrique. D'accord. Ça, c'est tout. Après, il y a 2 choses, hein. Quand les vignes, les stress hydrique, à un moment donné, tout ce qui est jeune mine, il faut aller les piocher. Il y a plein de choses qu'il faut faire. Bon, nous, c'est biodynamie, hein, ça c'est clair, hein. Aujourd'hui, Ouais. là, l'autre jour, j'ai vu quelqu'un qui désherbait avec. Il était sur le tracteur et derrière, il y avait sa femme et son fils qui étaient en train de désherber les pieds de vigne. Il faisait l'épampage chimique, quoi, on va dire. L'épampage du pied de vigne chimique, ça, c'est un truc, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse faire ça, quoi. Il désherbait carrément le pied de vigne, mais ça se fait. Il y a beaucoup de régions où ça se fait, hein. Mais moi, ça m'a choqué, quoi. C'est de voir ça encore aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu as un maître à penser en biodynamie chez les viticulteurs que tu as apprécié particulièrement ou pas? Est-ce que t'as des gens qui t'ont un peu guidé ou pris par la main ou des gens que tu admires particulièrement ou pas? Ouais, 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 ouais. J'ai une certaine ouverture. Moi, je trouve que avec simplicité et tout, vous prenez des gens comme Guillemot Michel. Ça, Ouais, c'est je vois des très gens, bien. quand, la première fois que j'étais chez lui, il avait déjà pensé à plein de choses, récupérer l'eau. Enfin, il y a des choses simples et après, on voyait que c'est quelqu'un qui est en phase avec ce qu'il fait et tout ça. C'est ça que j'aime. En fait, il n'y a pas beaucoup de bruit, mais les gens sont en place. Et Ouais, pas besoin de faire des choses démonstratives, quoi. On voit que ça marche. clairement. Et un jour, des fois, un jour, je me souviens, je suis allé chez Vincent Dovissa, sa première année, il faisait de la biodynamie. Et Mhm. juste avant les vendanges, je vais chez lui, on se baladait dans les vignes, et il me dit, tiens, et je goûte les raisins dans la parcelle, dans les grands crus. Il me dit, et j'y fais, ah ouais, tiens, Vincent, c'est pas mal les raisins, c'est pas loin de la maturité. Et il me dit, tiens, goûte les raisins au-dessus, là. Alors, il y avait un petit chemin, et je Mhm. goûte 15-20 mètres au-dessus. Et là, j'ai fait, waouh. J'ai dit, écoute, c'est incroyable, qu'est-ce qu'ils ont tes raisins, là? Attends, on est dans le même grand cru, la même parcelle, il y a juste une coupure au milieu, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Tu as des peaux là-dessus, tu as une fraîcheur dans le raisin et tout, c'est incroyable.
Il me dit, ben, je suis content que tu me dises, c'est ma première parcelle que j'ai fait en biodynamie et je voulais voir si la silice, enfin, s'il y a un effet. Et je lui ai dit, écoute, ben, moi, gustativement, c'était incroyable le monde entre les deux. Et c'était juste, il avait commencé à faire une salsa au départ et une silice avant les vendanges et on a vu la différence. Et là, je dis, bon. Et donc, il y a des choses qui sont là, on ne peut pas tout vérifier. Euh, bon, après, on essaie d'être ouvert, hein, on regarde un peu ce qui se passe. On travaille avec des botanistes, avec Jean-Michel Florin. Il y a des gens qui amènent une approche. Mon frère aimait bien tout suivre un peu toute cette partie-là. Moi, je l'applique plus presque par réflexe. Je m'ouvre beaucoup plus aujourd'hui à la réflexion qu'avant parce qu'avec l'âge aussi, ça fait qu'on réfléchit plus sur certaines choses. Ça, c'est vrai. Plus en vieillissant, on sait. Par contre, en cave et tout ça, j'ai toujours respecté mes cycles. J'avais des choses que je voyais qui marchaient bien, donc je n'avais pas besoin d'aller loin. Il y a des choses que ça se vérifiait. Même nous, quand on goûte des fois à l'aveugle, on goûte et goûte. Donc, je fais incroyable, les vins, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne me convient pas et tout. Et je regarde le calendrier et je fais, ah ouais, donc je joue Racine, là, ça ne marche pas. Enfin, et il y a des choses toutes simples, on s'en rend compte. Donc, on est quelque part au milieu de quelque chose de plus grand que nous et on essaie juste d'être en phase avec tout ça, quoi. Super. Et dernière petite question, parce qu'on va arriver au bout de l'heure, Jackie, il va falloir qu'on laisse tout le monde aller dîner. Alors, il y a une personne qui m'a posé une question tout à l'heure et qui s'est dit, qui a dit, est-ce que pour faire tes vins et donc ces grands pinots noirs alsaciens, il y a des domaines ou des styles qui ont à l'époque t'ont inspiré ou peut-être maintenant des domaines qui t'inspirent. Il y a peut-être des choses sur lesquelles tu vois, tu captes quelque chose qui te fait vraiment plaisir et tu te dis, mais finalement ça me plaît bien et je tenterai bien, j'irai bien dans cette direction. Bon, écoutez, je dois vous avouer que il y a des maisons qui étaient connues pour les pinots noirs avant nous, ça, en Oui, Alsace. bien sûr, Je pense par exemple à Muret, qui avait déjà un historique un peu plus vieux, et c'était c'est généralement vrai. qui faisait tout ça. Mais je me suis inspiré, je dois le dire, que pour moi, mes maîtres à penser sont en Bourgogne. Eh oui, Ça, c'est, tu vois, il y a différents styles. Quand je vais chez un Rousseau, ben, il a son style. Aujourd'hui, j'aime bien ce que fait Cécile Tremblay, tu vois, avec un travail un peu d'orfèvrerie. J'ai eu la chance encore il y a 2 ans de goûter des vins avec la Louise Leroy, de goûter toute sa cave, de descendre jusqu'en 64. Elle m'a ouvert une Romanée 64, c'est mon année. ah la Alors là, vache, j'ai passé un moment magique, hein. On était à tu 4. m'étonnes. On nous a ouvert une bouteille par décennie et on avait goûté tous les 2017 et 2016. Là, Mhm. là j'ai dit OK. Là c'est C'est grand. lourd. Et ouais, là, il y a quelque chose, quoi. Tu peux dire ce que tu veux, mais tu es dans un. Et j'adore, par exemple, ce que fait. J'aime bien ce que fait Méo Camusé. Hein. Bien sûr. Ça fait longtemps qu'on se connaît avec un Jean-Nicolas et avec un Christian, son maître de chez à l'époque, qui a maintenant pris la retraite, mais il a une super équipe qui est derrière. Et ça, c'est des gens, j'aime bien comment ils fonctionnent. J'aime bien ce que fait Ligier Belair. Hein. Le comte Ligier Forcément. Belair, c'est très grand ce qu'il fait. Je pense c'est une des dernières grandes émotions de Pinot Noir que j'ai eues. Hein. Ça, des fois, ça, on se dit, oh, c'est magique, quoi. C'est clair. Écoute, merci beaucoup, Jackie. Je crois que ça a été très intéressant. En tout cas, je tenais à te remercier d'avoir participé à cet échange très sympa pour les passionnés qui nous suivent. On voulait d'abord au nom de l'équipe de Chef te dire merci pour tout, pour tes vins, puis surtout pour être venu pour cette magnifique soirée chez Chef d'œuvre. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire très rapidement une autre pour qu'on puisse évidemment se revoir et puis passer cette période un petit peu un peu particulière. En tout cas, Internet nous relie encore un peu et la passion du vin encore plus. Donc, je te dis merci. Je te souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Et puis, j'espère à très vite autour d'un verre, Jackie. Et merci pas que pour les pinots noirs, même merci pour le reste parce que je me régale avec cette savoir vieillir. Merci beaucoup. Thank you, À très everybody. bientôt. Allez, bonne soirée à À tous et bientôt. tous. Je vous Ciao, embrasse. ciao.